Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je vous emmène au concert à Nohant. Nous allons voyager en compagnie d'Yves Henry, grand pianiste devant l'Éternel. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes aussi donc directeur de cette belle maison et du festival. Pas de la maison, mais c'est le Centre des Monuments Nationaux, oui, mais c'est notre partenaire. Festival. Mais le festival, il s'appelle Nohant Festival Chopin. Nohant Festival Chopin. Cela va être un très beau voyage à l'occasion de la publication d'un CD qui s'appelle Chopin Valse double intégrale, puisqu'il est joué. Le premier CD, ces valses sont jouées sur un Pleyel de 1837 et le second CD est joué sur un Bernstein 2020 avec une jolie couverture, rose et jaune et or. C'était une très belle idée. Alors, d'où est venue... D'abord, peut-être citer cette phrase très jolie de George Sand. « Ce Chopin est un ange. Sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois. Je m'imagine que c'est une organisation trop fine, trop exquise et trop parfaite pour vivre longtemps de notre grosse et lourde vie terrestre. » George Sand, lettre à la comtesse Mariani, 28 avril 1839. Marseille. 28 avril 1839, Marseille. Pourquoi Marseille? Parce qu'ils viennent de passer ce fameux séjour à Majorque, oui, de l'hiver 1838-1839. C'était dur. Qui a été très très dur pour la santé de Chopin et qui va précéder, c'est important, qui va précéder justement les 7 étés que Chopin passera juste après, à Nohant, puisque après Marseille, la première destination ne sera pas Paris, mais elle sera Nohant, le 1er juin 1839. Ils arriveront à Nohant depuis Marseille. Alors, à Nohant, la vie est plus douce. À Nohant, surtout, Chopin retrouve un paysage, une atmosphère qui lui rappelle sa Mazovie natale. C'est un milieu rural très simple, et sans doute que ça l'apaise énormément. Et puis surtout, il va trouver à Nohant, dans cette demeure de George Sand, qu'elle a hérité de sa grand-mère, ce calme, ce lieu dans lequel il va pouvoir composer. Et alors qu'à Paris, il est soumis à un rythme effréné parce qu'il donne des leçons de piano pour gagner sa vie, même s'il est payé très très cher pour chaque leçon. En tout cas, il passe son temps à ça. Le soir, il va à l'opéra, il a des dîners mondains. C'est pas du tout son... Et donc, il n'a pas le temps matériel de composer, en tout cas pas beaucoup. Et là, il va sentir à Nohant qu'il est bien, que tout est fait finalement pour lui donner un écrin dans lequel il va pouvoir composer. Et il va composer à Nohant, dans cette maison, les 2 tiers de son œuvre, à partir justement de 1839. Merci George Sand. Oui, absolument. Je n'ai pas du tout j'ai jamais lu de biographie, il faut que je me corrige, de Chopin. Quelle était sa famille? Alors, la famille de Chopin, comme son nom l'indique, est originaire de France, oui, puisque son père était français, c'est un nom français, et il était précepteur des enfants d'un aristocrate polonais qui vivait en Lorraine, au moment où il y avait une relation très forte avec la Pologne dans cette partie de la France. Et puis quand cet aristocrate est rentré en Pologne, le père de Chopin est rentré en Pologne avec lui, et puis à Varsovie, il a rencontré une jeune Polonaise qu'il a épousée, et Chopin est né donc en Pologne, à Żelazowa-Wola, qui est un tout petit village au sud-ouest de Varsovie, dans un milieu rural, donc, et un domaine quelque part qui ressemble un peu à Nohant. Voilà. Oui,
les artistes doivent toujours retrouver leur enfance. Oui, surtout quand ils ont été, comme Chopin, exilés par la force, puisque en 1830, Chopin est à Vienne et il y a une insurrection à Varsovie qui est jugulée par l'occupant russe. Et Chopin va prendre finalement la voie de l'exil. Il arrive en 1831 à Paris et donc il restera la deuxième moitié de sa vie, de 31 à 49, puisqu'il meurt en 49. Il va rester en France, il va vivre en France et ne retournera jamais en Pologne. Les Polonais le célèbrent parfaitement. J'ai eu l'occasion d'aller à Cracovie et à Varsovie et d'avoir eu la surprise, m'asseyant sur un banc, d'entendre du Chopin, parce que les Polonais ont installé des bancs dont l'esthétique est quelconque, mais des bancs qui résonnent. Ils ont fait ça à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Chopin en 2010. Ils ont installé ces bancs, ils ont fait beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, c'est resté. Bon, vous arrivez déjà par l'aéroport Frédéric Chopin, vous asseyez sur un banc, vous entendez du Chopin. Évidemment, c'est le grand personnage c'est tout à fait polonais. Émouvant. Je trouve qu'on devrait suggérer à Madame Hidalgo de nous faire des bancs qui résonnent de Gounod, de Massenet. Bien sûr, ça serait une très très bonne idée. Alors, vous rendez hommage à vos maîtres, bien évidemment. Vous jouez alternativement. Bon, à Nohant, ce sont les pianos d'époque. Pas seulement, parce que le festival a été créé en 1966 par mon défunt maître, grand pianiste appelé Aldo Ciccolini. Oui. C'était un amoureux de Nohant absolument et de cette atmosphère extraordinaire. Et bien sûr, les plus grands pianistes viennent au festival depuis 66. Je peux pas citer la liste, mais si on parle de Brendel, d'Arrao, de Georges Bolette, de Samson François, d'Arthur Rubinstein et plus récemment de Kissine, tous viennent ici parce que c'est un lieu de pèlerinage presque pour les artistes. Et donc on a des pianos modernes, bien sûr, parce que ce sont les pianos qui sont joués partout dans le monde et il faut que les artistes retrouvent ce à quoi quand même ils sont habitués. Oui, parce qu'il y a une différence considérable entre le piano de l'époque de Chopin et le piano moderne, ce qui est d'ailleurs un peu mis en lumière par cet enregistrement, puisque c'est un double enregistrement, comme vous l'avez dit. Il y a une version sur piano moderne et puis une version sur piano d'époque. Souvent, moi, les gens me disent, mais c'est quoi la différence finalement avec le piano d'époque? Alors c'est assez simple. Le piano de l'époque de Chopin est un piano qui est destiné au salon et qui est entièrement en bois. Donc il y a un son peu puissant, mais extrêmement, et qui rayonne autour de l'instrument, parce que l'instrument est fait pour, finalement, les gens qui sont autour. Bien sûr. Voilà. Et puis, il va se passer en 1840 quelque chose de tout à fait inédit. Franz Liszt va inventer ce qu'on appelle le récital. D'ailleurs, c'est un nom qui va être donné par un journal anglais, parce que c'est un nom qui n'est pas français, qui est plutôt anglais. Et donc, ce nom va rester. Le récital, c'est quoi? C'est un seul instrumentiste, pianiste en l'occurrence, un seul instrument, et toute une soirée de musique avec... À l'époque, seul Liszt sait faire ça, jouer ses propres œuvres, bien sûr, jouer des transcriptions des leaders. Qu'il a fait. Voilà, qu'il a été le premier vraiment à faire, et aussi des transcriptions des symphonies. Il a transcrit les symphonies de Beethoven. Et donc, ça émerveille les gens, parce que tout d'un coup, ils ont un espèce de démiurge qui est là, qui fait des prodiges, et donc ça va avoir un succès fou. Mais qui dit succès fou dit beaucoup de monde, donc grande salle, et là, le piano de l'époque ne tient plus la route. D'ailleurs, Liszt très souvent utilisait 2 pianos pour la même soirée, parce qu'au bout de la première partie, le piano ne tenait plus déjà, et les cordes étaient cassées, enfin, la puissance n'était pas là. Donc on a inventé, à partir de 1850, le piano moderne, qui lui a un cadre en fonte pleine, et qui permet d'avoir des cordes très tendues, et donc ces pianos peuvent envoyer le son très loin. Donc c'est un autre univers. D'un côté, vous avez le piano de l'époque de Chopin, qui est plutôt intime, beaucoup plus favorable pour chanter, rendre la couleur au piano dans un espace réduit. Et puis de l'autre, vous avez un piano qui est capable aussi de jouer les répertoires qui ont été écrits depuis et qui sont injouables sur le piano de l'époque de Chopin. Donc celui de Chopin, on peut l'utiliser pour Chopin, pour Mozart, pour Bach, pour tout ce qu'on veut, et pour Schubert, mais même déjà pas tellement pour la musique de Liszt et surtout pas pour tout ce qui suivra. Alors, c'est très intéressant parce que vous citez une lettre ou des propos de Chopin à Liszt et qui sont très instructifs. Voilà ce qu'il dit à son ami Franz Liszt. « Je ne suis point propre à donner des concerts.
La foule m'intimide. Je me sens asphyxiée par ces haleines précipitées, paralysée par ces regards curieux, muets devant ces visages étrangers. Mais toi, tu y es destiné. Car quand tu ne gagnes pas ton public, tu as de quoi l'assommer. C'est drôle. Oui, et c'est tellement vrai, parce que le jeu du pianiste, et on imagine bien celui de Liszt, effectivement, oui. Avec cette virtuosité époustouflante, pouvait capter l'attention de même un auditeur très, très inattentif, devenait forcément attentif. Oui, il ne pouvait pas. Et Chopin, lui, il ne faisait pas ça du tout, mais il avait un autre système qui est très efficace. Il jouait tellement doucement que les gens étaient obligés de tendre l'oreille, et ça crée une espèce de tension formidable. Et donc, voilà, ce sont deux personnalités extraordinaires de l'histoire de la musique, mais chacun dans un monde bien différent. Mais amis, néanmoins amis. Et ils ont été amis parce qu'en plus, Liszt a beaucoup aidé Chopin à son arrivée à Paris. Il l'a introduit dans tous les milieux qu'il fréquentait. Liszt a été l'ami de tous les musiciens. Oui, il a fait une publicité pour Wagner, il a joué à une époque où il n'y avait pas d'enregistrement, où quelquefois les musiciens étaient morts. Il s'est fait le propagateur de cette musique partout. Il a aussi œuvré beaucoup pour rassembler des fonds, soit pour des gens qui avaient été victimes d'inondations, mais aussi pour ériger la statue de Beethoven à Bonn. Et il a fait énormément de choses. Il a aidé César Franck dans la première édition de ses toutes premières œuvres. Enfin voilà, il a fait énormément de choses. C'était un grand génie généreux. Tout à fait. C'est à ça qu'on voit les grands génies, d'ailleurs, c'est qu'ils sont souvent généreux. Ils débordent. Oui, c'est cela. Ils débordent. Alors, vous allez nous expliquer ce piano, le premier piano ancien, ce piano de 1837. Comment est-il ? D'abord, il est très... Ce sont des instruments magnifiques. Ils ont des pieds... Voilà, aujourd'hui on est habitué à des pianos noirs, ils sont tous standards. C'est celui que j'ai choisi. Voilà, quelquefois ils sont blancs, quelquefois il y a des extras. Mais à l'époque, on fait des pianos qui sont en acajou, qui sont des éléments de décoration sculptés. Également. Très très beaux. C'est le cas de celui-ci parce qu'il a des filets de cuivre. Et on l'a remis dans un salon à dimensions justement qui correspondent à ses capacités sonores, qui est dans un château près de Paris, à Croissy-sur-Seine, le château Chanorier. C'est un ensemble culturel. Et dans ce salon, nous avons plusieurs instruments, dont celui-ci, Pleyel 1837, donc qui est exactement contemporain de l'époque où Chopin rencontre George Sand d'ailleurs. Et c'est un instrument qui a une spécificité encore peut-être plus grande que les instruments de Pleyel des années qui vont suivre, même pendant du vivant de Chopin, parce qu'il a des sonorités différentes selon les registres. Vous savez que le piano moderne, toutes les notes sont égales, parce que c'était une performance à laquelle on n'arrivait pas non plus franchement à l'époque, d'arriver à donner autant de puissance à l'aigu qu'au grave. Enfin, c'était une recherche qui ne faisait que commencer. C'est l'égalité, c'est le grand mot du XXe siècle. Voilà, alors là, on y est arrivé parfaitement. Mais ce qui est intéressant justement avec le piano de l'époque, et notamment celui-là, c'est que chaque registre a ses qualités sonores. Et comme Chopin écrit dans les 4 registres, ça donne un relief aussi à sa musique qui probablement était aussi celui qu'il recherchait. C'est-à-dire d'avoir une façon d'entendre sa musique en 3 dimensions, où les graves ne sonnent pas de la même façon que le médium grave ou que le médium aigu, qui est l'endroit où on fait chanter l'instrument, et même que les parties hautes qui, elles, sont... Chopin disait lui-même, d'ailleurs, un son plutôt comment on pourrait dire, cristallin, dans le meilleur des cas, on dit cristallin, voilé, mais aujourd'hui, on dirait surtout un peu faible, parce que c'est la réalité aussi. Simplement, il utilisait ça tel que ça existait. Donc aujourd'hui, avec nos instruments modernes, on doit tenir compte quand même de la façon dont le piano sonnait à l'époque, pour ne pas justement dénaturer la musique, par exemple en donnant des aigus qui soient excessivement riches. Je trouve que cette démarche est assez fabuleuse parce que c'est une façon d'honorer le passé, la façon d'honorer le travail de Chopin. Et je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les instruments anciens, les instruments d'aujourd'hui, notamment dans le violon, le violoncelle.
tous les instruments, même comme les clarinettes aussi de l'époque romantique. Voilà, c'est un débat qui n'existait pas il y a 30 ans, parce que ça a existé pour la musique baroque, mais maintenant ça existe aussi pour la musique romantique. Oui, c'est ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je ne suis dans une démarche qui n'est pas récente, parce que j'ai commencé justement... Cette comparaison, il y a longtemps. Il y a très longtemps déjà, il y a plus de 25 ans. Et donc, j'ai appris énormément. Et mon credo, c'est de dire, on ne va pas choisir un instrument plutôt qu'un autre, parce qu'aujourd'hui, on a l'instrument moderne qui nous permet de jouer justement tout le répertoire. Mais c'est de savoir... et de comprendre comment la musique de Chopin a été composée sur des instruments qui ont une particularité sonore différente, et comment en tirer parti sur nos instruments modernes, qui ont aussi toutes ces capacités, si on sait les utiliser. Enfin, vous faites preuve d'une adresse et d'une finesse pour faire résonner un instrument moderne avec les nuances que offrait le piano ancien. J'avoue que c'est absolument époustouflant. Est-ce que vous voulez que nous écoutions de la musique? Parce que oui, je connais mes téléspectateurs et ils vont m'engueuler en disant « Vous parlez, mais on veut entendre ». Donc, on va revenir à ces valses, peut-être une première pour nous permettre de parler de la valse. Vous écrivez dans la présentation que ces valses donnent une image du public qui les écoute. Comment expliquez-vous ça? Les valses, là, en l'occurrence, vous savez, moi j'en ai enregistré 19, mais n'ont été publiées que 7. Et donc les 12 autres sont des œuvres que l'on a retrouvées ensuite, à la fois dans les archives de Chopin, son secrétaire en a édité aussi, et puis on continue d'en retrouver de temps en temps qui sont dans les feuillets d'albums que Chopin offrait quelquefois à une personne. Alors ces valses ne sont pas comme ces mazurkas une revendication de l'âme polonaise. Elles sont plutôt des œuvres qu'il a utilisées pour se faire apprécier dans les salons, parce que ce sont des œuvres, malgré que elles aient quelquefois de la profondeur, bien sûr, parce que c'est Chopin tout de même. Mais elles ont toujours une petite couleur de légèreté, de virtuosité, d'enchantement, et dans un format assez court. Elles ne sont jamais très longues. Il y en a 3 qui sont très très développées, mais les autres sont en général assez courtes. Elles sont surtout répétitives, c'est-à-dire elles sont formées d'une manière très très concise, avec des idées qui se répètent. Donc c'est pour le public, c'est quelque chose, et pour le public des salons de l'époque justement, je pense que ça permettait aussi à Chopin, de montrer son talent en quelque sorte, de se faire apprécier d'un public qui n'était pas forcément très attentif ni très connaisseur. Et donc, quelque part, il se mettait aussi un petit peu au niveau de son public. C'est pour ça que je pense que c'est un genre qu'il a utilisé, mais en allant moins loin dans la recherche que ce qu'il a fait avec les mazurkas, où là, on le sait, il l'a dit, j'écris ces mazurkas pour faire connaître ce qu'est l'âme polonaise, et donc il s'est donné énormément de mal, et quand il a édité ses œuvres, il les a vraiment éditées avec énormément d'informations sur les partitions et tout ça, ce qu'il n'y a pas tellement dans les valses. On sent que c'est plus léger. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait pour retrouver cette âme polonaise? Il s'est inspiré de chants, chants folkloriques. Oui, il s'est inspiré pour les mazurkas. Il s'est inspiré de ce qu'il entendait quand il était enfant, adolescent, qu'il allait en vacances dans les propriétés des riches parents des enfants qui étaient chez son père, qui tenait une pension, un internat. Et donc il a utilisé ce matériau et il en a fait quelque chose de sublime, parce que c'est d'une sophistication extrême. Les valses, c'est plus léger dans la construction, c'est plus léger surtout dans la facture. Il y a moins de sophistication, beaucoup moins. Et ce sont des œuvres qui sont aussi plus faciles pour se les approprier. Il y a beaucoup de pianistes qui jouent pour leur plaisir. Ils ne sont pas du tout des professionnels, ils sont des amateurs. Et ce que j'aime beaucoup, ils sont tout à fait capables, et ils adorent jouer ces valses, parce qu'elles sont pas toutes accessibles, mais quand même. Elles sont souvent jouées en bis. Et on peut les jouer. Alors on les joue en bis parce qu'elles sont courtes. Très fatigué, il nous offre une valse. Oui, puis en quelques instants. On va tout de suite en choisir une. Alors peut-être les premières que vous choisissez, pour illustrer ce que vous venez de dire sur le côté enchanteur et simple.
Alors le côté enchanteur est simple, il y en a une qui est très très bien, qui est pas forcément très connue du grand public d'ailleurs, qui est l'opus 70 numéro 3 en ré bémol majeur, et qui est aussi, on connaît une petite anecdote sur sa réalisation, car quand il a écrit cette œuvre, qu'il n'a pas publiée de son vivant, elle n'a pas été publiée de son vivant, mais quand il a écrit cette œuvre, il y a une partie centrale qui est assez chantante avec une sorte de violoncelle à la main gauche, et il écrit à un de ses amis en disant « Je l'ai composé cette valse ce matin à 9h30 et tu reconnaîtras dans la partie centrale une personne à qui je pense beaucoup en ce moment, qui est Constance Gladowska, qui était son premier amour. Son premier amour, oui, voilà. Absolument. Et c'est une jolie valse parce qu'elle est dans cette tonalité de ré bémol majeur qui est assez rayonnante, et elle est à plusieurs voix, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez sophistiquée malgré tout dans son écriture. Nous allons choisir la première version de cette valse numéro 3 en ré bémol majeur sur le piano ancien, et après nous écouterons la seconde version sur un piano moderne. Pouvez-vous commenter donc cette version sur piano ancien? Je rappelle, c'est tout de même le piano 1837. Alors, il y a une première chose qui va sauter aux oreilles de vos auditeurs quand ils vont entendre la deuxième version sur piano moderne, c'est que celle-ci, on l'entend sur un diapason d'époque qui est beaucoup plus bas que le diapason actuel. Oui. Ça veut dire que ça lui donne une couleur un peu différente. Oui. Donc là, on entend quelque chose qui est à la fois, on va dire, ce n'est pas triste du tout, c'est assez serein comme musique. Et je pense que la caractéristique de ce petit passage central qui est un peu chantant à la main gauche ressort particulièrement bien sur ce piano. Alors, on va voir comment ça va sonner sur le piano moderne avec un diapason d'aujourd'hui, donc plus haut, et donc un son plus clair aussi. Alors, si je vous dis que j'ai beaucoup plus reconnu
la partie violoncelle, comme vous l'appelez, sur la première version que sur la deuxième version. Voilà, parce que... Je me trompe ? Non, vous avez tout à fait raison, parce que le piano ancien, il a une caractéristique, c'est que sa sonorité n'est pas puissante, mais le son dure plus longtemps. Et sur le piano moderne, vous avez le marteau qui frappe comme sur le piano ancien, mais il frappe beaucoup plus, et donc il va plus haut comme attaque et il redescend plus vite aussi. Oui. Ça veut dire qu'il favorise moins le son chantant. Or, le violoncelle... C'est du chant avant tout. La définition du violoncelle, c'est le chant. Voilà, tout à fait. Le chant qui dure, absolument. Bon, alors nous allons écouter la version moderne. Je ne connaissais pas cette marque de piano. Alors, les pianos Bechstein, Carl Bechstein, c'est une marque qui est justement symbolique, comme Steinway d'ailleurs, du piano moderne, puisqu'elle est née après 1850, elle est née en 1853, comme Steinway d'ailleurs. Oui. Donc c'est une marque qui est à Berlin, et Steinway est à New York et à Hambourg. Oui. Et ce sont les grandes marques modernes qui ont émergé avec l'invention justement du cadre en fonte pleine qui permettait d'avoir un piano beaucoup plus puissant pour les grandes salles. Pour les grandes salles, oui. Alors, écoutons cette même valse numéro 3 sur ce piano moderne. Alors, cette valse numéro 3, version piano moderne, en effet, est très différente. Elle est très différente. Donc, déjà pour la question du diapason, ça donne une couleur un peu particulière par rapport au diapason ancien. Mais il y a aussi une autre chose qui joue, c'est que les tempi, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on joue, est différente selon qu'on joue sur le piano ancien ou le piano moderne, parce que justement, c'est lié aussi à la sonorité. Et tout est relatif, c'est-à-dire un son qui dure plus longtemps, on va jouer moins vite, et un son qui est plus court, on va probablement jouer un peu plus vite. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui, donc, ce sont toutes sortes de paramètres qui permettent
aussi d'imaginer comment la musique respire naturellement sur un instrument et ne respirera pas de la même façon sur un instrument qui est différent. Nous allons évoquer la valse numéro 10, posthume, en mi mineur, composée avant 1830. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous c'est une dire? très jolie valse, je l'aime beaucoup. Il y a une espèce de petite introduction, justement, ça permet d'entendre toute la sonorité du clavier, parce que ça part du bas, ça va jusque dans les aigus. Et là, on entendra bien aussi la différence entre les deux instruments. C'est une valse, donc, que Chopin compose quand il est encore en Pologne, celle-ci. Donc il est jeune. Il est très jeune, mais il a quitté la Pologne à 20 ans. Il venait de terminer son concerto en mi mineur, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et il partait simplement pour se faire connaître à Vienne. Et c'est là où il va y avoir cette rupture dans sa vie, puisque c'est à partir de là qu'il va partir et qu'il va être devenir un exilé pour toute sa vie. Donc c'est une musique, et on l'entend d'ailleurs, qui est très élégante, très raffinée, dans sa partie initiale, qui revient à la fin d'ailleurs, c'est souvent comme ça dans les valses. Et puis dans la partie centrale, il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus calme, de très chantant également, dans une autre couleur. Donc c'est intéressant de l'entendre là aussi dans les deux versions, parce que ça sonne complètement différemment. Et j'essaye, non pas d'accuser cette différence quand je joue. Au contraire, d'ailleurs, je cherche sur le piano moderne à retrouver ce que j'ai compris sur le piano ancien. Ouais. Donc c'est des versions qui sont relativement proches quand même, mais quand même par nature différentes, parce que l'instrument autorise d'autres choses. Mais vous me semblez presque le seul à faire cet exercice de comparaison. C'est sûr. Mais c'est né d'une chose très, très, très simple, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser au piano de cette époque, c'est quand je suis devenu aussi directeur artistique du festival à Nohant. Oui. Et là, j'ai créé aussi des masterclass pour les jeunes solistes qu'on avait en résidence, et je les ai mis devant le piano ancien et devant le piano moderne. Oui. Et finalement, on a découvert énormément de choses, et je me suis rendu compte que les jeunes étaient, à partir du moment où on leur mettait un instrument comme ça sous les doigts, ça leur ouvrait toutes sortes de champs de perspectives. On n'a pas l'occasion, quand on ne voit que des pianos contemporains, on n'a pas l'occasion de découvrir la richesse de ces pianos anciens. Et donc on est habitué à reproduire quelque chose qu'on a déjà entendu, et on essaye de reproduire ça du mieux qu'on peut. Mais est-ce que c'est pas aussi ce qui fait qu'il y a une certaine uniformité dans certaines œuvres entre les pianistes? Oui, il y a une standardisation, ça c'est un peu inévitable, parce que d'abord il y a énormément de pianistes maintenant, et puis... il y en a plus que... Oui, il y en a beaucoup. Bah, tous les pays asiatiques se sont ouverts à la musique déjà dans les 30 dernières années. C'est incroyable tout ce qui... Voilà, on joue, et notamment Chopin, on le joue sur la planète entière. Oui. Moi, je suis membre du jury pour le concours Chopin à Varsovie en octobre prochain, qui est une édition spéciale sur instruments d'époque. Mais ce grand concours, qui bien sûr existe depuis plus de 60 ans sur piano moderne... Maintenant, il est envahi par l'Orient. Il voit arriver énormément de talents, surtout. Ce ne sont pas seulement aussi des merveilleux techniciens, ce sont aussi des grands talents musicaux maintenant. Vous allez rire, mais quand j'étais à Varsovie, je suis allée au concert le soir, bien sûr, dans un appartement, et c'était une japonaise qui jouait. Bien sûr. Dit très joliment, mais c'était une japonaise qui jouait. Oui, Chopin est énormément apprécié au Japon, comme d'ailleurs les compositeurs français, Debussy, Ravel, qui sont aussi très très appréciés là-bas. Oui, c'est étonnant cette union des âmes. Oui, mais je pense que c'est dû aussi au fait que la musique de Chopin, parce qu'il y a un parallèle entre la musique de Chopin et la musique de nos grands compositeurs français, Fauré, Debussy, Ravel, c'est que Chopin a travaillé toute sa vie autour du piano, à chercher comment rendre en musique la couleur. Et il en parlait avec Delacroix, il avait des discussions à perte de vue. George Sand en parle dans son célèbre texte sur la note bleue. Et les conversations entre Chopin et Delacroix à propos de la couleur en peinture et de la couleur en musique, c'est quelque chose qui est réel dans la musique de Chopin, et il a inventé une façon d'écrire pour le piano et de faire sonner le piano qui autorise ces changements de couleur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il indique tous les jeux de pédales, et c'est prodigieux, mais c'est justement pour ça que c'est important de connaître l'instrument dont il disposait pour composer, puisque c'est là-dessus qu'il a imaginé comment ces couleurs pouvaient être rendues.
Donc sans doute que s'il avait eu le piano moderne, il serait allé encore plus loin. Et donc Chopin a ouvert en quelque sorte la porte à Debussy, qui a continué ça, qui a créé au piano des œuvres merveilleuses qui justement tirent parti de l'instrument moderne, mais avec cette même idée de la couleur. Debussy, élève de Chopin. Oui, descendant... Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Et Debussy, qui était l'élève au tout début, quand il était enfant, d'une élève de Chopin, a toujours entendu finalement cette sonorité. On lui a appris à jouer de la musique au travers de ce que Chopin enseignait. Et il a, quand il était au conservatoire comme élève, au Conservatoire de Paris, chaque épreuve qu'il a passée au piano, il y avait toujours du Chopin. Et ensuite, plus tard dans sa vie, il a révisé toute l'œuvre de Chopin pour l'éditeur Durand. Il connaissait Chopin sur le bout du doigt. Alors, nous allons entendre cette valse numéro 10, un petit moment sur piano ancien d'abord. Nous allons reprendre le même morceau donc sur piano moderne et vous allez vous rendre compte, chers amis, de ces différences si finalement marquées. C'est très marqué. Oui. Et comment est-ce que cette... on va en discuter après.
deuxième version sur piano moderne. Comment est-ce que vos confrères accueillent ce travail? Alors, j'ai eu la chance, justement, récemment, que Philippe Cassard, qui est sur France Musique, comme vous êtes un immense pianiste, mais qui est aussi sur France Musique, m'invite pour une émission pendant 2 heures pour parler justement de ces pianos. Il est fasciné par ça et il a très bien compris que c'était pas une recherche, comment dirais-je, ni technique, ni scientifique, non, c'est une approche véritablement, je dirais, puis d'un interprète. Moi, je suis avant tout un interprète, d'explorer finalement l'œuvre d'un compositeur en allant au plus profond jusqu'à ce qu'elle était. Alors il y a quand même une spécificité. Pourquoi avec Chopin? C'est parce que Chopin, quand il est en France à partir de 1831, il ne jouera que sur les pianos de Pleyel. Il va aimer les pianos de Pleyel, leur façon de sonner, et il va les adopter jusqu'à la fin de sa vie. Il jouera de temps en temps sur Erard, bien sûr, quand il est dans un concert invité par quelqu'un d'autre, mais chez lui, pour donner ses leçons ou pour composer, ou même à Nohant, il a toujours un piano que Pleyel lui fait venir. Alors, quelles sont les qualités de ces pianos? Alors, c'est le côté chantant, donc c'est-à-dire ce son qui dure longtemps, qui autorise à imiter la voix humaine, à imiter le violoncelle pour la main gauche, mais à imiter la voix humaine. Tout en étant moderne. Oui, bien sûr. C'est des pianos déjà... ils sont bien sûr... Alors, ils ne sont pas encore avec les cadres métalliques, tout est en bois, mais... Et puis, ils ont surtout une caractéristique qui plaît énormément à Chopin, c'est un toucher avec une mécanique extrêmement transparente, c'est-à-dire qu'à la moindre sollicitation, vous obtenez un résultat différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas jouer actuellement sur ces instruments-là, si vous le mettez directement en train de jouer, il ne peut pas jouer, parce qu'il se rend compte que le piano réagit infiniment plus qu'un piano moderne. C'est très sensible. Et c'est comme si le doigt, au moment où il touche la touche, sentait la corde. Vous voyez, il y a un contact avec la corde pratiquement plus physique. Sur nos pianos modernes, les touches sont très très longues à l'intérieur, il y a énormément de pièces en mouvement, c'est assez lourd à manipuler, il faut beaucoup de force. Là, c'est extrêmement simple. Si vous voyez une touche, elle n'est pas très longue, et la mécanique qui lance le marteau, elle est toute simple. Il y a un seul ressort qui est un petit fil de fer. Donc, c'est très peu de choses. C'est très sensible. Et c'est ça qui plaît à Chopin. Et d'ailleurs, il disait à ses élèves, ne prenez pas pour travailler un piano de Erard, car le son est très beau, mais il est tout fait. Prenez un piano de Pleyel parce que vous allez pouvoir développer votre propre son. C'est-à-dire enrichir son toucher, mais arriver à une infinité de possibles. Et c'est ça qui est fascinant. Nous allons laisser nos auditeurs en musique avec la dernière valse du disque. Nous avons dit, c'était la 19. C'est la 19e du disque, mais ça n'est pas la 19e, évidemment, dans la composition, puisqu'ils ne sont pas par ordre chronologique. La 19e en mi bémol majeur. C'est la 3e plus grande valse. Il y a la toute première, qui est très connue. Celle-ci est moins connue, mais elle est extrêmement développée et elle reflète, je dirais, beaucoup de capacités. Elle montre bien ce que pouvait aussi être le jeu de Chopin, parce qu'elle est à la fois brillante et elle est à la fois chantante également. Alors, avant de laisser les auditeurs dans le charme de votre jeu, on va présenter vos autres disques sur instruments historiques. Oui. Il y a eu un concert, le dernier concert de Chopin à Paris, joué par vous, vous l'avez reconstitué le programme. Oui, en quelque sorte, c'est Chopin qui a choisi le programme du disque. C'est très émouvant quand même. Et surtout enregistré donc, avec le même piano, d'ailleurs, Pleyel 1837, mais à un endroit historique qui est le salon de Chaumet. Voilà, qui est aujourd'hui le salon de Chaumet, qui était à l'époque l'endroit où Chopin est mort, place Vendôme, au 12 place Vendôme. Et puis un CD qui s'appelle Dédicaces croisées avec des œuvres que Liszt, Schumann et Chopin se sont mutuellement dédiées. Ça, c'est une très jolie idée. Et ça, c'est à la fois Pleyel et Erard. Il y a 2 disques là aussi, et chacun sur un piano différent. Très joli. Puis les intégrales des mazurkas sur piano Pleyel de 1837. Et enfin, Chopin à Nohant, la chambre enchantée. Oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça a été enregistré dans la maison de George Sand, à l'endroit
exact en dessous de la chambre où Chopin a écrit les pièces en question, Oui. et avec un Pleyel de 1839 identique à ceux qu'il avait quand il composait. Donc on est dans le lieu, dans les œuvres et dans le piano de l'époque. Là, on réunit tout. Avant de mourir, il faut que j'aille à Nohant pour un concert. Ah, ça, c'est Je sûr, suis c'est allée sûr. à Nohant visiter la maison et voir cette table mise avec les cartons et les noms des plus grands écrivains du moment. C'était quelque chose. Et j'ai beaucoup lu la correspondance de George Sand. C'est fascinant parce qu'elle raconte tellement bien, elle décrit tellement bien. Elle raconte tellement bien. Et puis cet homme, je ne sais plus son nom, cet homme qui a voué sa vie à cette correspondance. Monsieur Lubin. Georges Oui, Lubin. Georges Lubin. Georges Lubin. Un travail considérable. Mais vous voyez, il y a eu Georges Lubin pour Georges Sand, pour sa correspondance. Oui. Et les Polonais ont eu Jean Ekier, ou Ekier, comme on peut prononcer, pour s'occuper de la republication de toutes les œuvres de Chopin, de les rééditer. Donc il a passé toute sa vie, lui, à se concentrer sur la musique de Chopin et Lubin sur la correspondance. Chaque grand artiste a besoin de quelqu'un qui porte le flambeau sur son œuvre. Et puis ce sont des personnages qui sont d'une telle richesse qu'on peut passer une vie entière avec eux. Absolument. Et puis vous avez une discographie sur instruments modernes, notamment un récital Liszt, des danses polotiennes du prince Igor de Borony. Oui, ça c'est tout un disque de transcription que j'ai fait avec l'apprenti sorcier. C'est forcément sur instruments modernes. Absolument, absolument. Et puis, encore un autre, Chopin, les années Nohant. Alors, vous dites que ce festival Chopin, à Nohant, c'est en ce moment. C'est en ce moment, c'est tous les week-ends, chaque année c'est pareil, c'est tous les week-ends de juin. Ah, tous les week-ends de juin. Et c'est en juillet, cette année, du 20 au 26. Là, c'est une immersion dans... il y a des masterclass le matin, des conférences l'après-midi, des concerts le soir ou plusieurs dans la journée. Enfin, mais c'est une immersion totale. C'est ouvert au public, non? Ah, mais bien sûr. Mais comment il y a un monde fou, d'ailleurs. Vous le faites en extérieur, parce que les salles ne sont pas si grandes. Pas du tout. Parce que alors vous triez sur le volet les invités. Parce que le domaine de George Sand, il y a bien sûr sa maison, il y a un petit théâtre dans la maison, mais il y a surtout l'ancienne bergerie qui a été équipée par le Centre des Monuments Nationaux comme une salle de concert. Et donc il y a un véritable auditorium depuis 2010 qui existait déjà auparavant, mais qui a été rénové. 400 places. On donc retombe dans la salle Pleyel alors. Non. La salle Pleyel elle est quand même plus grande. Non, on reste dans quelque chose de raisonnable. Bon. À l'époque de Chopin, les grands facteurs comme Pleyel et Erard avaient des salons qui contenaient à peu près 250-300 personnes. Oui, c'est vrai. On est dans le même univers. C'est vrai que nous ne sommes pas dans l'ameublement contemporain. Non. En tout cas, mille merci Yves-Henri de nous avoir introduit dans ces merveilles de comparaison entre les pianos anciens et les pianos contemporains avec l'œuvre de Chopin et avec ses valses si mélodieuses et ensorcelantes. Et si ça intéresse aux spectateurs de voir j'allais dire de toucher, non, mais de voir et d'entendre ces instruments. On a donc ce salon romantique à Croissy, c'est très proche de Paris, c'est à 15 minutes de l'Étoile, on verra. Et là, on a un salon avec 5 instruments d'époque. Donc, où on fait aussi des petites séances. On met pas plus que 40 personnes, mais c'est extraordinaire. Alors on va sur Internet et on tape Croissy-sur-Seine, salon Chopin. Romantique, Chopin. Très bien. Voilà, on trouve facilement. Bon, alors à très bientôt, Yves-Henri. et merci infiniment de nous avoir éclairés et invités à réécouter Chopin. Merci beaucoup. Et un prochain concert c'est à Nohant, vos prochains concerts. Prochain concert à Nohant, les prochains, c'est le week-end qui vient. Là, c'est très très proche. Moi, d'ailleurs, j'aurai le plaisir d'accompagner une jeune violoniste formidable qui s'appelle Raphaël Moreau. Son frère s'appelle Edgar Moreau. Mais je les ai entendus. Un autre frère s'appelle David Moreau. Ils sont et le dernier s'appelle Jérémy Moreau. Ils sont tous formidables. Ils sont tous. Les parents étaient déjà musiciens. Et je joue avec elle. Dimanche matin, on a une série qui s'appelle dans les tremplins découvertes pour justement favoriser ces jeunes formidables à 11h et on jouera Brahms, César Franck et Tchaïkovski. Et plus tard, on reprendra en juillet, à partir du 20 juillet. Là, moi, je serai en
permanence sur place, puisque Oui. j'anime les masterclass. Alors, je ne joue pas, mais je suis là partout. C'est en un permanence. rôle important. Et j'accueille et je discute beaucoup avec le public, parce que le public du festival adore justement échanger un peu Bien sur sûr. Chopin. Bien sûr, surtout que vous le connaissez et l'aimez, ce Chopin. Merci beaucoup, Yves-Henri, Merci à vous. d'être venu pour TV Liberté. À bientôt, à Nohant ou ailleurs. Et faites-nous signe pour un prochain concert, éventuellement à Paris. Avec plaisir. Et envoyez-nous le programme pour le festival de Nohant pour l'an prochain. Déjà, je prends marque. Promis. Chers amis de TV Liberté, à très bientôt.